Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier l'INRA Transfer pour l'organisation de ces journées et moi-même en tant que chercheur au laboratoire de biotechnologie de l'environnement, vous remercier pour votre participation et votre déplacement sur Narbonne en ces temps qui sont de transport qui sont un peu compliqués. Donc, on va revenir aux biotechnologies et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter des recherches que l'on mène depuis un bon moment sur les interactions microbiennes et le transfert d'électrons en fermentation. Et vous verrez, je vais vous donner quelques exemples de ces recherches et où on en est et où cela va nous mener. Donc, tout d'abord, une petite introduction sur nos connaissances et nos compétences au LBE. Donc, notamment autour de la filière de méthanisation. Donc, pendant très longtemps, la filière de méthanisation était un procédé de traitement de résidus afin d'obtenir des produits épurés. Et de nos jours, on le sait tous, on produit un méthane qui est valorisé. Donc, on va en tirer une énergie qui est valorisée sous forme d'électricité, de chaleur, qui peut être utilisée en tant que biocarburant. Et un digestat, qu'il ne faut pas négliger, qui peut être utilisé comme un sous-produit épandu avec une valeur agronomique intéressante. Donc nous, notre mission est d'aller au-delà également s'intéresser à la méthanisation, mais aller au-delà vers un concept de bioraffinerie environnementale où on s'intéresse à une multitude d'intrants, des FFOM, biodéchets, bouts de steppe, etc., aux nouvelles biomasses, type microalgues, macroalgues, proposer des bioprocédés de traitement pour produire non seulement du méthane et des digestats, une valeur agronomique, mais également d'autres sorties, dont l'hydrogène et des molécules plateformes d'intérêt industriel. Alors pourquoi l'hydrogène? Pourquoi s'intéresse-t-on également à l'hydrogène? C'est que c'est une économie également très importante. Donc le secteur de l'hydrogène actuellement représente à peu près 60 millions de tonnes par an, en Europe 9 millions de tonnes et en France 1 million de tonnes, pour une application essentiellement chimique. Néanmoins, on a un fort développement actuellement dans le secteur de l'énergie. Donc vous en avez peut-être entendu parler, mais les piles à combustible hydrogène notamment sont en développement, soit pour des applications portables, soit pour des applications transport. À titre d'exemple, donc je pense que c'est un exemple assez parlant, même s'il y a énormément d'initiatives sur le territoire et en Europe sur la filière hydrogène. Néanmoins, les taxis Hype à Paris, qui sont des véhicules 100% hydrogène, donc il y a 75 taxis pour une flotte qui souhaite atteindre 600 véhicules d'ici 2020. Une installation de 60 taxis également à Bruxelles, donc vous les voyez circuler dans Paris, ils ont ces couleurs bleues spécifiques. Et ça, c'est une des premières initiatives à grande échelle qui nous permet d'atteindre une filière qui en pleine expansion. Donc l'intérêt de ces véhicules, c'est tout simplement qu'on peut les recharger en 5 minutes et une autonomie qui est intéressante. Donc les projections sur l'hydrogène sur les 30 prochaines années, vous voyez ici, d'ici 2050, on attend une explosion de la demande d'un facteur 10 par rapport à l'état actuel. Donc, on est ici à peu près. Donc, effectivement, le marché n'est pas actuellement très important. Mais d'ici 2020, il est attendu de ces projections une implantation d'installation d'utilisation et de production d'hydrogène pour 4 secteurs. Le premier, le transport, le stockage d'énergie et la décarbonation des industries. Alors, pour en revenir à nos bioprocédés, cet hydrogène-là est produit à 96% actuellement par des énergies fossiles. C'est du reformage du gaz naturel. Donc, on le produit à 4% par l'électrolyse. Et donc, on a un besoin fort en hydrogène vert pour promouvoir des filières renouvelables. Donc nous, on s'intéresse essentiellement à la production de cet hydrogène via des déchets sourcés par fermentation. Alors comment? Si on s'intéresse aux voies de dégradation métabolique en méthanisation,
vous voyez ici que l'hydrogène est un intermédiaire métabolique qui peut s'accumuler au cours de la méthanisation, quand on part de macromolécules à la production de biogaz. Donc au sein du processus de méthanisation, on est capable de produire cet hydrogène-là, mais c'est un très bon vecteur énergétique, donc il va être immédiatement reconsommé. Donc en procédé, pour l'accumuler, on va tout simplement avoir un contrôle approprié à travers des paramètres opératoires, et donc réaliser un bi-étape, en 2 étapes. Une première étape de fermentation pour accumuler des biomolécules et de l'hydrogène, et une deuxième étape de méthanisation. Donc nos recherches dans ce domaine, on s'est posé la question notamment que les conditions opératoires étaient très étudiées, sont très étudiées dans la littérature, donc ça c'est un fait, on les étudie nous aussi. Mais par contre les facteurs biotiques, c'est-à-dire que le lien entre la structure des communautés et la fonction que l'on observe était très peu renseigné. Donc, dans le cadre d'un projet ANR qui s'est terminé en 2013, nous sommes intéressés justement à ces écosystèmes fermentaires produisant de l'hydrogène. Alors la particularité de ces écosystèmes, c'est qu'ils présentent une faible diversité, donc c'est un très bon modèle pour étudier sur des cultures mixtes simplifiées des interactions en fermentation. Et notamment, ici vous avez une empreinte moléculaire d'une communauté productrice d'hydrogène. Vous voyez que vous avez une espèce majoritaire qui va être le support de l'activité de fermentation, alors une ou deux ou quelques-unes. Et la question que l'on s'est posée, c'est quel était le rôle de ces espèces minoritaires, quel pouvait être leur rôle. Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé à identifier ces micro-organismes clés. Donc, à l'équilibre sous un même environnement, on a réalisé des tests en chémostat. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a testé 7 différents inoculums. Donc en chémostat, sous les mêmes conditions de fermentation, on a obtenu 7 résultats différents qui sont des performances différentes liées à ces inoculums. Donc, avec en rouge des rendements qui pouvaient aller du simple au double, de 1 à 2 moles d'hydrogène par mol de glucose, et des productivités qui pouvaient aller du simple au double, alors de 6 alors de 5-6 à près de 10 millimoles d'hydrogène par litre et par heure. Donc évidemment, on a voulu faire le lien avec la structure des communautés. Et ce qui était très intéressant dans le cas de cette étude, c'est que finalement, sur 6 cas sur 7, ici, vous aviez exactement la même bactérie majoritaire, un Clostridium, et que les bactéries minoritaires, donc on validait l'hypothèse de départ, jouaient un rôle très important sur la redirection du flux métabolique chez cette espèce-là. Donc ici, vous aviez des espèces qui, dans ces conditions-là même, ne pouvaient ne pas être retrouvées. Donc dans un deuxième temps, on s'est intéressé à réintroduire ces espèces dans un écosystème pour voir finalement si effectivement l'effet sur la fermentation pouvait être important. Donc on a observé 4 comportements, on a testé une trentaine de souches. Donc un premier comportement sans effet significatif sur la fermentation, donc je passe. Un deuxième comportement où on a réintroduit les espèces fermentaires. Donc là, on avait une compétition classique. Donc ici, vous avez un rendement en fonction de l'écosystème de départ, un rendement hydrogène. Clostridium pastorianum qu'on a vu, c'était une bactérie dominante. Et ici, vous avez un état intermédiaire qui correspond en mélange à une fermentation, une compétition microbienne classique. Donc ça, c'est ce qu'on connaît bien dans nos systèmes, la compétition. Un troisième cas était un effet synergique partiel. Donc en réintroduisant E. coli, qui est une espèce minoritaire dans le système préalablement étudié, on a observé une amélioration, une redirection des voies métaboliques vers la production d'hydrogène ici, en sa présence. Donc on augmentait ce facteur-là de production. Et alors le plus intéressant, c'est un effet synergique observé par une espèce aérobie, donc qui n'avait aucune raison d'être dans ce système fermentaire, donc Ralstonia eutropha, ici, qui ne pousse pas dans ces conditions-là, pas du tout. Et vous avez une augmentation de 3,5 fois le potentiel hydrogène. Et donc ici, vous avez la répartition des métabolites
en fonction des cultures. Et vous voyez, on avait une production de lactate et butyrate dans l'écosystème, et en sa présence, on a une redirection vers le butyrate et l'acétate, qui sont les deux voies de production d'hydrogène. Donc la question qui s'est posée, c'est comment des micro-organismes, dans des conditions les plus défavorables, pour leur propre croissance, pouvaient induire de tels changements dans une communauté relativement simple. Donc on a étudié un consortium synthétique en partenariat avec le BIP de Marseille, laboratoire de bioingénierie des protéines, sur une cousine proche de Clostridium pastorianum, donc Clostridium acetobutyllicum, et un Desulfovibrio vulgaris. Et dans ce système-là, à deux partenaires, effectivement, on a retrouvé des concordances avec nos résultats précédents. Alors, excusez-moi. Sur les croissances, ici, en culture pure, on voit une croissance de Clostridium, mais pas de Desulfovibrio. Effectivement, ces espèces poussent en présence de sulfate uniquement. Et donc, dans ce milieu-là, on avait tout simplement enlevé le sulfate. Par contre, en co-culture, ici, vous avez une croissance de Clostridium et une croissance de ces Desulfovibrio vulgaris. Et cette croissance, liée à cette croissance, on a exactement le même comportement que je vous ai présenté tout à l'heure, précédemment. On a une redirection ici des voies de production vers la voie acétate et butyrate et la production d'hydrogène de Clostridium acetobutyllicum en présence de ce micro-organisme. Alors je vous passe l'ensemble des tests, mais ce que l'on a démontré, c'est que c'était une interaction étroite, physique, entre les deux micro-organismes, avec un échange, alors pas d'électrons, c'est pas bien les molécules qui sont échangées entre les deux micro-organismes. Néanmoins, ici, vous avez des photos sur les liens entre ces micro-organismes, et Clostridium qui est marqué, ainsi que Desulfovibrio. Au bout de quelques heures, vous voyez, on a un échange du matériel génétique qui est très important. Donc il y a un lien étroit qui est fait entre ces micro-organismes avec une redirection des voies métaboliques chez Clostridium. Donc cette interaction-là, assez nouvelle, qui a été référencée dans seulement un ou deux articles, nous a paru intéressante pour justement manager ces ressources de fermentation. Donc dans la littérature, on peut parler de DIET, qui est Direct Interspecies Electron Transfer, via des communications entre cellules. Donc effectivement, ça nous fait penser aux micro-organismes électroactifs, qui sont des micro-organismes capables de créer des ponts, alors au sein de leur même espèce ou entre espèces, pour échanger des électrons, et qui sont même capables, donc pourquoi électroactifs, qui sont capables d'échanger avec des matériaux type électrode leurs électrons issus de leur métabolisme. Donc très brièvement, on connaît bien les micro-organismes électroactifs depuis une dizaine d'années, et leur mode de transfert d'électrons est de trois types, vis-à-vis d'un matériau, soit via un médiateur, ici, que vous voyez en boucle, donc ça peut être l'hydrogène, soit un transfert d'électrons direct via des cytochromes avec l'électrode, soit un transfert d'électrons via un cytochrome et des pili qui permettent d'échanger les électrons. Donc la question que nous sommes posée, nous avons regardé l'électroactivité des souches minoritaires essentielles dans ces systèmes de fermentation, et effectivement, les souches dont on parle sont des sulfovibrio qui présentent des activités de DIET, Escherichia coli, et ici vous avez Ralstonia eutropha, donc Cupriavidus necator, qui est le micro-organisme qui interagissait également avec l'écosystème. Donc finalement, ces premières observations nous font penser que les bactéries électroactives, qui sont capables d'échanger leurs électrons facilement, pourraient être clés dans nos écosystèmes. Donc il y a une très bonne publication sur ces interactions-là de Loveley en 2017 donc MIET, c'est le Mediated Interspecies Electron Transfer. Donc ça, c'est classiquement étudié, c'est-à-dire que c'est ici la voie D. Les bactéries produisent de l'hydrogène qui sont échangés, donc soit avec un matériau, soit entre micro-organismes. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les autres aspects, c'est-à-dire le transfert direct d'électrons via des pili ou des cytochromes,
ou l'ajout de matériaux dans un système qui va favoriser ce transfert d'électrons. Donc, une fois on a étudié ces aspects-là sur l'hydrogène, on a amené nos recherches à travailler sur un autre substrat et d'autres fermentations que sont les fermentations du glycérol. Et dans ce cas-là, dans les écosystèmes mixtes, on a également mis en évidence que les bactéries électroactives pouvaient être à l'origine d'un changement de métabolisme, donc en leur présence, dans les systèmes un peu plus en culture mixte. Donc là, je vous présente juste l'ajout d'une bactérie électroactive en présence d'un Clostridium pastorianum qui fermente le glycérol. Et dans ce cas-là, donc le glycérol va être transformé en biomasse, éthanol, butanol, propandiol, un peu d'hydrogène, acétate et butyrate. Et dans ce cas-là, vous avez une redirection également en présence de géobactères du métabolisme de Clostridium pastorianum. Donc ici, vous avez une culture pure et la co-culture en rouge. Vous voyez une baisse de ces voies biomasse, éthanol, butanol, une légère hausse de l'hydrogène, mais surtout une redirection vers des produits d'intérêt industriel, que sont le propandiol, ici, significative, un peu d'acétate et de butyrate. Donc l'interaction semble être générique à d'autres types de fermentation. Et effectivement, on a refait des tests en culture pure, donc Géobacter sulfuredescens est incapable, donc cette bactérie électroactive est incapable de pousser dans le milieu en absence d'accepteurs d'électrons. En présence de Clostridium pastorianum, en culture pure, effectivement, elles poussent très bien sur glycérol. Donc ici, vous avez la croissance avant et après culture. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe également en co-culture une croissance donc, de Clostridium pastorianum en bleu, mais de Géobacter sulfuredescens. Alors pas une forte croissance, mais néanmoins de quelques logs de Géobacter sulfuredescens. Donc, ce qui nous a amené à poser des hypothèses sur comment ces micro-organismes peuvent bien pousser en absence d'accepteurs d'électrons dans ces milieux. Alors tout simplement, Clostridium pastorianum va générer des produits de fermentation que sont l'hydrogène, l'acétate, butyrate, butanol, etc. Géobacter sulfuredescens, qu'on connaît bien, est capable d'utiliser l'hydrogène et l'acétate en présence d'un accepteur d'électrons. Donc soit le Fe3+, le soufre, malate, fumarate, mais il n'y en a pas dans le milieu. Donc la deuxième option était l'utilisation du butyrate, ou le recyclage de l'acétate hydrogène en butyrate. Mais néanmoins, par calcul donc, thermodynamique, ce n'était pas possible. La seule option, c'est que Géobacter sulfuredescens utilise transitoirement Clostridium pastorianum comme accepteur final d'électrons, donc recycle ces électrons sur Clostridium pastorianum. Donc, suite à ces études, on s'est posé la question peut-être un peu plus appliquée sur l'utilisation de ce mécanisme au-delà de la fermentation et pourquoi pas en méthanisation. Donc, il faut voir que la diversité des micro-organismes en méthanisation est bien plus importante. Donc, il était difficile, l'intérêt n'était pas d'ajouter des écosystèmes électroactifs, mais dans ce cas-là, d'ajouter un matériau qui permettait de conduire les électrons directement aux archées méthanogènes. Alors, sur la gauche, vous avez ce qui est classiquement étudié et bien connu, c'est-à-dire que vous avez les bactéries fermentaires qui produisent de l'hydrogène donc en symbiose avec les archées. Et ici, l'objectif était de favoriser la croissance des bactéries électroactives en présence de matériaux, d'un accepteur d'électrons, tout le moins d'un activateur, qui lui-même est en interaction avec les archées. Donc cet aspect-là, archées, matériaux, c'est-à-dire ce lien-là, est très connu. Néanmoins, cette activation-là était encore au stade de recherche. Donc l'intérêt est de ne plus passer par l'hydrogène, d'accélérer les cinétiques via un transport d'électrons plus rapide. Donc là, je vous présente des expériences en batch sur biodéchets, où on a ajouté des granules de charbon actif dans un système de méthanisation, et on a réalisé 2 réacteurs successifs de méthanisation à 37 degrés sur biodéchets.
Donc, sur le premier batch, ce que l'on observe ici, en rouge, c'est une accélération des cinétiques. Donc, dans le cadre d'un partenariat avec Suez, de la thèse de Gabriel Capson-Toro, ces études-là ont montré qu'on avait une accélération sur le premier batch, ici, du rendement méthane, mais on avait un rendement méthane finalement qui était similaire, ce à quoi on pouvait s'attendre, mais une activité plus importante dans le milieu. De manière très intéressante, en présence de ce charbon actif, de ce mécanisme de diet, on a observé ici une dégradation plus rapide de l'acétate, donc une faible accumulation due à la dégradation des biodéchets, puis une dégradation beaucoup plus rapide de l'acétate, et ici une dégradation un peu plus rapide du propionate. Donc il semblerait que les AGV soient plus rapidement consommés en présence de ces matériaux. Dans le second batch successif, donc effectivement, dans ce cas-là, les cinétiques sont identiques, très rapides. Donc on voit une adaptation de la communauté. Donc finalement, la communauté a rattrapé la cinétique d'origine. Néanmoins, on observe ici sur la dégradation des AGV, donc une cinétique de dégradation liée à l'adaptation. Donc vous voyez, pas de différence entre les deux tests. Mais pour la production de propionate, on voit clairement un effet de ce diet sur la cinétique de dégradation de cet AGV-là. Donc, en conclusion de l'ensemble de ces études, ce que l'on a observé et ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est que les bactéries électroactives sembleraient jouer un rôle clé dans la fermentation, donc hydrogène, malgré une faible abondance. Donc elles semblent rediriger les mécanismes de fermentation. Et d'autres modes de fermentation pourraient être aussi impactés en leur présence par une redirection des flux d'électrons, et notamment Géobacter sulfuredescens, et toute la question est de savoir quels autres micro-organismes électroactifs est capable d'utiliser des bactéries fermentaires comme Clostridium pastorianum comme accepteur final d'électrons. Donc on a fait des études on a eu un article sur une notion plutôt de parasitisme électronique, donc ces micro-organismes qui sont capables de parasiter provisoirement un hôte pour satisfaire leurs besoins en accepteur final d'électrons. Donc les mécanismes diète peuvent présenter également, c'est pour ça que je vous présentais la méthanisation, des sorties opératoires quasi immédiates dans des systèmes un peu plus complexes. Donc à ce jour, il existe quand même un besoin de connaissances fondamentales sur ce mode de transfert d'électrons et sur sa généricité, on va dire, dans les systèmes de fermentation. Donc quelles sont les perspectives et quelles sont les perspectives de ce type d'études? Alors notamment, comment pourrait-on moduler cette activité diet? Et pour ça, un moyen pourrait être l'électrofermentation. Donc effectivement, si on veut manager ces ressources, l'idée, c'est de sélectionner des micro-organismes en interaction avec des électrodes, des micro-organismes électroactifs, au moyen d'électrodes, afin de mieux piloter ce transfert d'électrons. Donc là, vous avez trois hypothèses de mécanismes possibles. Alors, rien n'est établi à ce jour en fonction des communautés. Une première hypothèse où on aurait une conversion directe de quelques électrons, donc ça permettrait de modifier l'activité de la fermentaire, de la bactérie fermentaire, en rose pâle ou en beige ici, pour vous. Le deuxième moyen serait, via l'électrode, de contrôler le potentiel d'oxydoréduction du milieu à proximité de ces micro-organismes pour modifier également son activité fermentaire. Et comme je vous l'ai présenté auparavant, le troisième cas serait d'introduire une électrode et, via le courant, contrôler l'activité de la bactérie électrofermentaire qui, en interaction avec la bactérie fermentaire, nous permettrait de contrôler ici un rendement ou une productivité d'un produit. Donc, en électrofermentation, quelles sont les possibilités de contrôle de ce processus d'interaction? L'objectif à terme n'est de ne plus subir cet écosystème,
fermentaire, mais vraiment de le contrôler via ces mécanismes de diet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Marina Herry, laboratoire Hydrosciences Montpellier. J'ai une question peut-être un petit peu naïve. J'ai été intéressée par ce concept de parasitisme électronique. Je me demandais si c'était une caractéristique microbienne qui était répandue dans l'environnement ou si c'était quelque chose de très spécifique qu'on retrouvait que chez certaines bactéries électroactives. Et est-ce que c'est un phénomène qui a lieu couramment dans l'environnement et qui peut jouer un rôle dans les cycles biogéochimiques en général ? Donc effectivement, c'est une question qu'on se pose actuellement. La notion de parasitisme électronique, c'est donc suite à ces résultats, notamment sur la fermentation de glycérol, donc une étude de Roman Moscovitz et Lee, le Kemener, in silico, a montré que via les cytochromes que je citais d'interaction entre micro-organismes, effectivement, dans la majorité des cas existants chez des bactéries électroactives, on avait la possibilité, ou tout du moins cette hypothèse-là était favorisée. Donc ça, c'est dans des cas qui sont relativement spécifiques de fermentation. Et d'un autre côté, dans les sols, on voit une activité très importante des géobactères dans le transfert d'électrons via des nanowires, donc que l'électroactivité, qu'elle soit présente dans les sols, c'est vraiment quelque chose de connu. Par contre, la notion de parasitisme électronique, apparemment, on arrive à le démontrer, ou tout du moins à avoir une forte hypothèse là-dessus, mais dans les sols, pour l'instant, on est un peu loin de la complexité des sols. Voilà. Mais a priori, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, quelles que soient les fermentations et de nombreux types de micro-organismes électroactifs semblent interagir fortement entre espèces pour mieux contrôler un métabolisme global. Il semblerait que ce soit un mécanisme de survie de ces micro-organismes, finalement, dans des conditions défavorables de croissance. Donc pour les sols, c'est parfaitement adapté. D'autres questions ? J'ai une question de base à vous formuler et qui m'a beaucoup intéressé durant votre exposé. C'est qu'on s'acharne depuis un siècle à cultiver des bactéries de façon pure, alors que dans la nature, c'est jamais le cas. Vous avez montré de très beaux exemples de bactéries qui sont un peu antinomiques, comme un coli qui est plutôt aérobie, c'est plutôt dans ces conditions-là qu'il est plutôt heureux. Et de l'autre côté, des clostridies qui sont quand même assez anaérobies strictes, on va dire. Et comment vous verriez la suite des opérations, puisqu'on voit toute la richesse qu'on peut en tirer en termes métaboliques et de ce qui existe dans la nature, comment est-ce qu'on peut choisir de façon judicieuse, au moins pour ces transferts d'électrons, des couples, voire même des trios de bactéries qu'on pourrait associer pour avoir une meilleure diversité ? Alors effectivement, c'est toute une question qu'on se pose actuellement sur la généricité de ces interactions, c'est-à-dire la généricité du couple électroactif et fermentaire. Donc est-ce qu'un grand nombre de fermentaires sont capables d'interagir avec des électroactifs et quel est le résultat sur leur métabolisme global de méta-organismes, au moins en coculture. Donc il y a du potentiel important, je dirais, de recherche et d'application même sur la fermentation. Sur l'aspect construction, je pense qu'on est encore un peu loin parce que les mécanismes réels, au-delà de 2, c'est un peu complexe. On l'a observé notamment dans les études que je vous ai montrées. Si un écosystème est bien établi
et qu'on veut réintroduire une souche, donc on entend parler de la bioaugmentation depuis très longtemps, mais effectivement, cette souche-là, malgré une certaine niche, où l'écosystème ne va pas accepter, alors que dans d'autres écosystèmes où on est plus en contrainte nutritionnelle, elles vont se réarranger. Donc tous ces facteurs-là, on les maîtrise encore pas très bien. Voilà. Donc l'aquaculture, oui, il y a un potentiel important, peut-être via l'électrofermentation également. Au-delà, on ne sait pas bien qui fait quoi ensuite sur des biotechnologies très ciblées, type biotech blanche.